Suite à l'attaque vicieuse des syndicalo-travaillistes sur le cortège gouvernemental, la grande ministre du Commonwealth a déclaré des représailles sur tout le territoire normand, interdisant notamment la fabrication du camembert. Tout, mais pas le camembert! Du calme, Philistine, ce n'est pas votre réalité. Le maître a dû manipuler la ligne temporelle à un moment dans les années 90. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Le Tropper a dit dans sa vidéo que Doctor Who avait été annulé en 1989. Or, dans votre réalité, il y a eu un téléfilm en 96. Ça veut donc dire que le temps a été manipulé avant sa diffusion. Mais comment a-t-il pu changer l'histoire à ce point en hypnotisant un simple youtubeur en 2023? Philistine, vous êtes un génie! Ça répond pas à ma question, mais je prends. Je peux savoir ce que vous faites? J'analyse la forme du champ neuroquantique. La source vient de là. La caméra? On dirait bien que c'est ça. Mais oui, c'est évident. Qu'est-ce qui relie Doctor Who, les youtubeurs et le destin du monde? Absolument rien. Les caméras. Elles ont filmé la série, elles filment les vidéastes, et elles sont utilisées par les médias pour changer la face du monde. C'est très vague comme lien, mais ok. J'en étais sûr. Il y a un composant alien dans cette caméra. Ça doit être comme ça que le maître a hypnotisé le Tropper. J'ai isolé le spectre isotropique du composant. Le tournevis sonique devrait être capable de dire où et quand il a été fabriqué. Très pratique quand même pour un tournevis. 1990, Orlando, Floride. Super, j'ai toujours rêvé d'aller à Disneyland. Au sommaire de cette édition du 12 novembre 1990, la première ministre britannique, Margaret Thatcher, en difficulté au sein de son propre clan. Le député Michael Heseltine a demandé un vote pour la remplacer à la tête du Parti conservateur. Il est vrai que la Walt Disney Company s'intéresse depuis longtemps à racheter votre série, monsieur Tremay. Maître Tremay. Excusez-moi, vous êtes avocat? Non. Je vois. En tout cas, j'apprécie votre proposition, mais malheureusement, le contexte n'est pas propice à un rachat. Les années 80 ont été assez difficiles pour notre studio, et avec le succès de La Petite Sirène, nous avons redirigé une grande partie de nos ressources vers les longs métrages d'animation. On cherche une idée d'ailleurs en ce moment, et on patine un peu. Oh, quel dommage! Je vous assure que Doctor Who est une véritable mine d'or, et le marché américain adorera ce que Disney en fera, j'en suis certain. Pourquoi ne pas imaginer Jim Carrey dans le rôle principal? Ou Tom Hanks? Écoutez, je suis vraiment désolé, mais je ne suis pas... Vous êtes très intéressé. Je suis très intéressé. Vous allez racheter les droits de Doctor Who. Je vais racheter les droits de Doctor Who. Vous proposerez un tarif que la BBC ne pourra pas refuser. Oui, maître. Et vous ferez l'adaptation la plus dénaturée possible, changez même le nom. Faites en sorte que sous de faux airs progressistes, ce soit l'œuvre la plus conservatrice et réactionnaire possible. Faites du Disney, quoi. Oui, mais... Pas si vite! Qu'est-ce que... Comment? Docteur, comment osez-vous? Je ne vous laisserai pas jouer avec l'histoire, maître. J'aime quand vous m'appelez par mon nom. Ne bougez pas, je vais vous attacher les mains. N'hésitez pas à serrer très fort. Vous ne voudriez pas que je m'échappe. C'est toujours aussi crypto-gay entre vous deux? Oui. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes fou? Je suis américain. C'est ce que je dis? Docteur, le maître en a profité pour s'échapper. C'est pas vrai. Bon débarras. Vous, si jamais je vous vois ressortir une arme, vous saurez pourquoi on m'appelle la tempête en approche. Personne vous appelle comme ça. Bien sûr que si. Ah oui? Qui? Des gens. Vous les connaissez pas. Vous me les présenterez. Bref, on a empêché le maître de vendre Doctor Who à Disney. L'histoire devrait reprendre son cours. Retournons voir le Tropper. Vous êtes qui, en fait? Exactement. Je suis la belle, lui c'est la bête. Je suis la bête. Ok, partons là-dessus. Allez, allons-y! La Belle et la Bête. Pas mal. Pas mal du tout. Et en dernier recours, une réplique est enregistrée en post-production sur le plan final pour sous-entendre que les aventures du Docteur continuent malgré la fin de la série. Et elle continuera effectivement. En effet, dans les années 90, il y a de nombreuses tentatives par les Américains de racheter la série, et notamment Disney qui voulait la confier à Steven
Steven Spielberg. Mais on va y revenir. Avant ça, la BBC consulte le studio canadien Nelvana pour produire une série d'animation. On est alors en 1990 et faire des dessins animés pour vendre des jouets est un business très rentable. De ce projet, il ne reste que des illustrations promotionnelles et des concept art qui nous laissent imaginer ce à quoi aurait pu ressembler la série. La piste de l'animation sera finalement abandonnée et on en revient donc à Disney qui s'intéresse à reprendre le projet en live action avec un tout petit réalisateur aux manettes. Spielberg était tout à fait partant jusqu'à ce qu'il apprenne que la série serait alors produite sous le label Touchstone Television qu'il considérait trop peu ambitieux pour une œuvre de cette ampleur. Les droits d'adaptation finissent par être cédés à Philip Segal, expatrié britannique aux USA, travaillant sous les ordres de Spielberg qui commence à plancher sur le scénario d'une nouvelle série, un reboot complet de Doctor Who. De nombreux acteurs auditionnent alors pour le rôle principal, notamment Jim Carrey, Tom Hanks ou encore Eddie Murphy. Malheureusement, Spielberg trouve que le pitch de cette nouvelle série ressemble trop à Indiana Jones et demande à Segal de faire écrire un nouveau script. Cette deuxième version, toujours un reboot, est proposée à toutes les grandes chaînes qui la refusent à tour de rôle. Finalement, Segal fait son pitch devant la Fox, encore une jeune chaîne à l'époque, qui accepte de produire un film pilote de 2 heures. Il faut donc un nouveau script qui, cette fois, décidera de reprendre la continuité de la série originale. Le téléfilm Doctor Who de 1996 commencera donc avec le retour de Sylvester McCoy pour sa régénération en 8e Docteur, interprété par Paul McGann. Qu'est-ce que... Patrick Bruel. Non, sérieux. Avec une perruque. Vous êtes qui? Oui. Non, franchement, c'est lourd. Quoi? Faites comme si on n'était pas là. Mais vous êtes là, sans aucune raison. Eh bien, prétendez que non. Ok. Le téléfilm voit donc la régénération du 7e au 8e Docteur dans une histoire se déroulant le 31 décembre 1999 à San Francisco, avec un monde qui risque d'être détruit par le maître, cette fois-ci incarné par Eric Roberts, le frère de Julia Roberts. Oh, je savais pas ça. Et ça va être très dur de prétendre que vous êtes pas là si vous intervenez toutes les 10 secondes. Le téléfilm va également briser un tabou présent depuis 1963 en permettant au docteur d'embrasser romantiquement sa compagne. Il y avait en effet une règle tacite dans la série sur le fait que le personnage principal devait rester chaste, qu'il n'y avait pas de galipette à bord du TARDIS. De par son budget américain, bien loin de ce que la BBC pouvait se permettre, le téléfilm nous offre également une salle de contrôle du TARDIS aussi gigantesque que magnifique, mêlant boiserie et pylône industriel qui est, personnellement, mon intérieur préféré de la saga. Mais c'est ce même budget qui posera problème. Il sera dépassé de plus de 170 000 $, ternissant les relations au sein de la production avant même la diffusion du film. Il sera d'ailleurs diffusé sur France 2 en VF. Beaucoup de gens pensent que c'est la première version française de Doctor Who, mais c'est sans compter sur une tentative précédente d'importer les épisodes de l'ère Baker en 1989 dans le Club Dorothée. Docteur, S'il vous plaît, docteur, où sommes-nous? nous sommes sortis du cortex temporel, au mauvais endroit, une erreur de quelques années. Combien d'années? 30 000. Mais revenons en 1996 avec le téléfilm. Sur Skaro, planète des Daleks, le maître est exécuté avec le visage caché. Mais on vous jure, c'est lui, hein. Sa dernière volonté est que le docteur vienne récupérer ses cendres. Ce que ce dernier accepte, car on peut toujours faire confiance au maître, mort ou vif. Zeppo dans le TARDIS, le docteur lit la machine à remonter le temps et son vinyle déraille sur le mot time. Car la subtilité, c'est important. Le maître s'échappe sous forme d'un effet spécial des années 90 et il sabote le TARDIS, forcé d'atterrir sur Terre à San Francisco en 1999. C'est là que le jeune Chang Li, on sent que les auteurs se sont vraiment cassé la tête pour trouver le nom de ce personnage asiatique, est poursuivi par un gang et la grosse fusillade, c'est l'Amérique mon gars. Le TARDIS atterrit alors devant Li, lui sauvant la vie. Le docteur sort sans avoir vérifié le scanner, grossière erreur, et se fait fumer comme un lapin. Li appelle une ambulance dans laquelle travaille Bruce qui nous rappelle qu'on est en Amérique. Et le maître en profite pour monter à bord du véhicule. Les médecins humains, ne comprenant pas que le docteur a 2 cœurs, pensent qu'il fibrile et décident de l'opérer. À l'opéra, la chirurgienne Grace Holloway est bipée, ce qui agace son fiancé, ce qui justifiera le fait qu'elle est disponible pour être l'intérêt romantique du docteur plus tard dans le film. Elle opère à l'aveugle et dans une robe avec un magnifique décolleté pour les papas. Et le docteur devient l'une des nombreuses victimes du système de santé américain. Lee récupère ses affaires de manière délicate et subtile, et Bruce l'ambulancier se fait posséder par le maître. À la morgue, les médecins légistes parlent de la soirée costumée qui justifiera les vêtements que le docteur trouvera dans leur casier. Tandis que le légiste regarde Frankenstein, car la subtilité c'est important, le docteur se régénère. On découvre alors qu'il est devenu amnésique. Le lendemain, Lee trouve la clé du TARDIS, le maître avoue ses sentiments pour le docteur et tue la femme de Bruce.
the doctor's body. Et Grace découvre que le corps du docteur a disparu et que la hiérarchie essaye d'enterrer l'affaire. À cause de ça, elle démissionne. Car l'intégrité, c'est important. Dans l'ascenseur, elle tombe sur le docteur qui a du mal avec le concept de distanciation sociale. Après un petit quiproquo, il arrache la sonde de l'opération sous ses yeux, ce qui la convainc de l'emmener chez elle. Son fiancé est déjà parti avec toutes ses affaires. On dira ce qu'on veut, mais il est quand même super efficace. Elle écoute les chœurs du docteur et on découvre qu'il possède un nouveau pouvoir, sorti de nulle part. Il peut lire dans le passé ou le futur des gens. C'est pratique. Lee entre dans le TARDIS où le maître l'attend, on ne saura jamais comment lui est entré sans la clé, et il lui dit que son corps a été volé par le docteur. Pendant ce temps, le docteur récupère des chaussures et va se balader romantiquement avec Grace. Le maître donne de l'or à Lee, puis lui demande d'ouvrir l'œil de l'harmonie au cœur du TARDIS. Le docteur ressent ce qui se passe et récupère sa mémoire. Puis il embrasse Grace de force, car c'est les années 90, et lui demande de recommencer, car c'est les années 90. Le maître découvre que le docteur est à moitié humain, une révélation qui a plu à tout le monde et que personne ne voudra jamais changer. Le docteur comprend que le maître veut voler son corps, puis fait un résumé du scénario à Grace. La planète risque d'être détruite par l'œil de l'harmonie, et le docteur doit trouver une horloge atomique pour l'arrêter. Mais le maître a tout entendu. Ils ont jusqu'à minuit. Le docteur essaye de convaincre Grace qu'il n'est pas fou en utilisant un effet spécial des années 90, tandis qu'un reportage sur Scénario TV nous apprend qu'une horloge atomique est sur le point d'être inaugurée à San Francisco. Ah bah ça tombe bien ça. Quand soudain, on sonne à la porte. C'est le maître. Mais le docteur ne le reconnaît pas et lui demande de l'emmener à l'horloge. Grace nous dit qu'elle est membre du comité de l'institut qui inaugure l'horloge, ce qui est pratique, quand un coup de frein fait tomber les lunettes de soleil du maître, révélant la supercherie. Donc personne n'a posé de questions sur le fait qu'il portait des lunettes de soleil en pleine nuit. Le maître crache de l'acide sur la main de Grace, mais le docteur et elle s'échappent. Ils vont voir un policier dont le premier réflexe est de menacer de les abattre. Le docteur pique son flingue et lui demande de s'écarter, sinon il se tue. Grace prend l'arme et applique une solution américaine à la situation. S'ensuit une incroyable course-poursuite moto versus ambulance. Mais quand ils arrivent à l'institut, le maître les a devancés. Ce qui, étonnamment, n'aura aucun impact sur l'intrigue puisqu'ils vont pouvoir faire tout ce qu'ils voulaient faire avant de recroiser le maître. Mais ok. Le docteur récupère donc le petit bout d'horloge atomique dont il a besoin, il utilise ses pouvoirs de médium pour passer outre la sécurité, puis découvre un groupe de vigiles victimes d'un boucaquet du maître. Il s'échappe avec la lance à incendie la plus longue du monde et retourne au TARDIS. Il récupère la clé cachée, puis sans aucune raison, un flic à moto fonce dans le TARDIS et ressort. C'est un événement qui sort de nulle part et qui n'aura aucun impact sur la suite. Le docteur réussit à fermer l'œil de l'harmonie, mais ça ne suffit pas, il est déjà trop tard pour sauver la planète. Il faut remonter le temps, mais le TARDIS n'a plus assez de pouvoir. Heureusement, le docteur trouve une solution, mais Grace est soudain possédée par le maître et assomme le docteur. Il est attaché par Grace et Lee et emmené à l'œil de l'harmonie, tandis que le maître s'est fait beau pour le dernier acte. Le docteur essaye de convaincre Lee que le maître l'a trompé. Quand soudain, une soirée de Nouvel An, pour pas oublier que cette histoire a lieu le 31 décembre 1999, le docteur fait un remake d'Orange Mécanique et le maître oublie son mensonge et raconte ses vies devant Lee. Ce dernier refuse d'ouvrir l'œil, alors le maître lui brise la nuque. Ah ouais, ça rigole Z. Puis il embrasse Grace de force, non pas car c'est les années 90, mais parce que c'est un méchant, ce qui la libère de sa possession et lui permet d'utiliser ses yeux humains pour ouvrir l'œil. Le maître s'apprête à voler le corps du docteur qui demande à Grace de fuir. Et le monde commence à être attaqué par des images d'archives. Non, tout mais pas des images d'archives. Heureusement, Grace est chirurgienne, elle est donc capable de redémarrer le TARDIS comme si elle volait un scooter. Non mais si, ça a du sens. Le TARDIS remonte le temps et interrompt le transfert de corps. Enragé, le maître yeet Grace. Ouh, ça va faire mal. Puis, contre toute attente, il refuse la main du docteur et tombe dans l'œil de l'harmonie. Le docteur se retrouve donc seul avec 2 cadavres humains, mais le TARDIS les ressuscite parce que c'est un truc que le TARDIS peut faire apparemment. C'est donc l'an 2000, tout ira bien pour l'humanité et l'Amérique à partir de maintenant. Le docteur dépose Lee et Grace sur un rooftop, gros bisous, feu d'artifice, le TARDIS décolle et le vinyle déraille sur le mot Time. Oh no, not again. Fin. Malheureusement, et malgré une diffusion internationale, la tentative se solde par un échec critique. Elle ne convaincra pas le public, qu'il soit américain ou français, malgré un petit succès chez les Britanniques. Ce qui devait être un pilote pour une toute nouvelle série finira par rester un téléfilm isolé au milieu des années 90, et le 8e Docteur n'aura pas l'occasion de réellement faire ses preuves. C'est donc ainsi que se termine l'aventure Doctor Who avec ce nouveau projet tué dans l'œuf. Quoi ? Tout comme l'a été l'Union Européenne lorsque notre grand chancelier John Redwood a renversé la tyrannie des socialo-républicains et rendu sa gloire à l'Empire britannique. Quoi ? Gloire à l'Empire ! Mort au fromager normand ! Ok, ça c'est bizarre, mais quoi ?
mystère s'épaissit, c'était Tropper Who, épisode 2 sur 5. Le prochain épisode arrivera dans 2 semaines. Parce que là, j'ai voulu faire mon malin en sortant l'épisode 2 une semaine après le premier, et j'ai clairement travaillé beaucoup trop d'heures pour une seule semaine. La vidéo de la semaine prochaine sera sur autre chose, et Tropper Who partie 3 arrive le 17 décembre. Un énorme merci à Morganov, Glenko, Pouillou, Arnaud, Billy Radi, M. Laetitia, Femto, Mywen R, le maître du Doliprane, Fly Lupus, Eddie Rockmer, Samy Langignon, Elayan, Manuel, Aegolius, P. Le Gaulois, Kevin Delamure, Emma Ben Naïm et Arthur Burger.